Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour mon cher Philippe, comment vas-tu? Ça va très bien, Francis. Yes, content de t'avoir ici. Oui, moi aussi, je suis content. À mon tour au Québec. Ouais, c'est ça. À donner une rencontre ensemble. Ben ouais, puis c'est ça, on va présenter ton nouveau livre tantôt, mais juste avant, tu as déjà fait un épisode avec moi, qui est l'épisode 92 qu'on avait fait à Espace Tonique cette fois-là. Puis aujourd'hui, je suis bien content de te recevoir ici dans nos bureaux, dans le studio officiel. Oui. Fait que pour ceux qui connaissent pas Philippe Brouillard, c'est un être incroyable que vous pouvez aller voir plus en détail dans l'épisode 92. On a quand même parlé beaucoup de plein de choses, mais t'es quand même un MBA en doctorat en psychologie et sciences quantiques. T'as fait des conférences à l'international un petit peu partout. T'adores la science, la spiritualité, tout ce qui permet de comprendre la conscience, la source et le sens de la vie. Puis t'es obsédé à créer des expériences pour aider les individus à éveiller leur potentiel. Ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça, effectivement. Puis tout récemment, un nouveau livre que tu as sorti, La vie repensée. Donc, tu es auteur aussi, en collaboration avec ton père, Gaétan Brouillard. Donc, les deux, vous avez jumelé vos cerveaux pour faire ce magnifique livre. Ceux qui voient sur YouTube, c'est incroyable ce livre-là. Je l'ai tout récemment reçu ce matin. Fait que je l'ai pas lu, mais je vais avoir plein de questions par rapport à cet ouvrage. Super. Fait que comment c'est venu un peu l'idée de ça, La vie repensée? Je fais une histoire courte. Mon père avait commencé d'écrire son 4e livre. Il savait pas trop vers quoi s'en aller. Puis là, il me parle, je veux faire un livre sur la psychologie, sur le bonheur. Ben là, je suis comme, moi, je fais ma thèse sur le bonheur. Pourquoi pas écrire un livre? Puis ça, c'était pendant le COVID. Puis moi, j'avais quitté le Québec déjà à ce moment-là. Fait que c'était au travers d'un Zoom call, quelque chose comme ça. Et, mais ça a resté comme ça. On en reparlait une autre fois au téléphone, mais ça n'a pas été plus. Et là, il est venu me voir au Mexique, où est-ce que j'habite. Et là, on s'est dit, OK, on travaille sur le livre. Fait qu'on a commencé à travailler sur le livre dans ce sens-là, mais ça a été rempli d'embûches à quelque part. Hein. Quand on commence à faire du développement personnel ou spirituel, ben tu ouvres des portes des fois que tu veux pas faire face. Et donc, au travers de tout ça, c'est comme un peu une réconciliation père-fils qui a été faite au travers du livre. Même à un certain moment donné, je pense, on s'est dit, peut-être le livre, on va en faire 2 séparément. Parce que parce qu'au bout de la ligne, tu peux pas écrire un livre sur la spiritualité avec 2 visions différentes. Ouais. Puis toi, t'es quand même plus science. Ouais. Puis lui, il est un petit peu plus spirituel, même s'il est quand même médecin. Mais c'est ça. Il y a on a le mélange des deux, les deux. Dans mon doctorat, on utilise beaucoup de spiritualité aussi. Fait que ça fait partie de mes enseignements, entre autres. Mais lui, il a ses expériences. Ça fait plus de 40 ans qu'il est dans la spiritualité. Moi, ça fait pas aussi longtemps, même si je suis né là-dedans. Et au travers des années, tu as des expériences qui te... selon les enseignements que tu reçois, une certaine vision qui se défait, qui se crée, et ainsi de suite. Et donc, comment arriver avec un message? Et donc, ça a été quand même très intéressant et très enrichissant pour nous. Hein. On dit que ce livre-là amène une grande ouverture de conscience chez les gens, mais ça nous a amené aussi à ce travail-là nous-mêmes, à le faire. Quand tu écris un livre toi-même, c'est facile. Tu mets ce que tu veux, puis c'est tout. Tandis que là, on n'avait pas d'éditeur qui nous disait qu'est-ce qui pouvait pas être dans le livre, vu que c'est moi qui l'ai auto-édité. Mais ça a été qu'est-ce que lui fait du sens, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Après ça, c'est de trouver des compromis, puis essayer de comprendre que... Parce que des fois, c'est une question de terme. Puis là, pour lui, le terme veut dire ça. Moi, le terme veut dire ça. Fait que des fois, c'est de voir comment aussi que la population va raisonner avec tel ou tel terme. Fait que des fois, c'était très intéressant. Ouais, sûrement. C'est un beau processus. Et tu sais, le livre, au début, c'était sur le bonheur. Okay. C'est en lien avec ma thèse, puis c'est ce qu'on s'est dit. Et plus qu'on écrivait le livre, c'est... Tu sais, le bonheur n'existe pas sans la vie. Et même les traditions spirituelles disent que l'objectif de la vie, c'est le bonheur. Et donc, pour atteindre le bonheur, il faut voir comment on vit notre vie. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, je pense que la vie repensée va faire plus de sens dans ça, parce qu'il faut redéfinir comment qu'on vit pour, oui, atteindre le bonheur, puis ça va avec le sous-titre en réaliser, matérialise le bonheur à la fin du sous-titre. Et donc, c'est
cette réalité-là de comment repenser notre vie tous les jours pour atteindre le bonheur. Et pour ça, il faut repenser notre vie à la base. Fait que c'est comme le grand sujet du livre par rapport à ça. Donc, puis tu peux-tu nous donner des guidelines de ça? De c'est quoi de repenser sa vie? Tu sais, pourquoi qu'il faut repenser sa vie? Ça, c'est souvent la première question quand les gens me disent « Parle-moi du livre, mais pourquoi qu'il faut repenser la vie? » J'amène un des paradoxes actuellement qu'on n'entend pas vraiment, mais on devrait en entendre parler. C'est qu'aujourd'hui, notre niveau de confort est à son maximum. On est à un apogée. On a accès à tout d'un clic. Aujourd'hui, tu commandes quelque chose le matin, tout dépendant de t'es où. Tu peux l'avoir dans l'après-midi. C'est rendu... et donc, l'information aussi, aujourd'hui, elle est accessible à des niveaux incroyables. Au bout d'un clic, on a toute l'information. Donc, on a accès à tout aujourd'hui. Hein, toutes les connaissances, tous les trucs pour la santé, pour peu importe. Mais on est plus malade puis plus malheureux que jamais. Fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de c'est quoi la vie en réalité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait qu'il y a différentes raisons pourquoi qu'on arrive à ce but-là, mais si ça continue comme ça, ben on s'en va juste dans la pente descendante. Et donc, il faut repenser c'est quoi la vie. Il faut repenser c'est quoi l'objectif de la vie. Est-ce qu'on s'est déjà questionné? Tu sais, des fois, je rencontre des gens puis je leur dis c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes croyances? Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Puis ceux qui le savent, j'ai dit, ben pourquoi tu as ces croyances-là ou tes valeurs? Oh, là c'est une autre question. Ben, c'est mes parents, c'est l'éducation, c'est mes amis. Mais est-ce que c'est des choix que tu as faits? Puis la réponse est principalement non. C'est comme par défaut. Tu sais. Si nos parents sont d'une certaine façon, on risque d'être dans les valeurs similaires, à moins qu'on ait eu des amis qui étaient très différents, puis on s'est dit, ben on aime mieux être comme ça. Mais c'était souvent programmé, conditionné inconsciemment. Fait qu'il faut se questionner, c'est quoi la vie? Et même si on regarde le bouddhiste, la plus grande source de souffrance chez l'être humain, c'est la non-compréhension dans le monde dans lequel on vit. Et l'hindouisme nous amène qu'on vit dans cette illusion. Fait c'est quoi la réalité? C'est quoi la réalité? Tu es capable de le dire? Fait que c'est quoi la réalité? La chose qu'on peut dire, OK, que l'hindouisme nous disait, ben le Bouddha nous a dit il y a 2500 ans que 99,99%, c'est quasiment tout, est soit du vide ou on pourrait dire de l'énergie. Mais là, nous autres, on regarde, on est assis sur une chaise pourtant. Mais cette chaise-là, en réalité, est plus de vide que d'autres choses. Elle est juste 0,0001% de matière, mais ça paraît dur pareil. T'sais. Fait que si ça nous paraît dur, mais en réalité, c'est vide, c'est quoi qu'il contient? C'est de l'énergie. L'hindouisme nous disait que tout est la même chose ou tout est de la conscience, tout dépendant de la traduction. Là, c'est quand même des textes très longs. Il y a plusieurs milliers d'années. Et donc, si tout est de la conscience ou tout est de l'énergie, là, je ne suis pas différent de la chaise. On est toute cette même réalité. Il y en a qui vont dire on est tout Dieu, on est toute source, on est tout univers, on est tout. Mais de partir, de dire OK, si on est toute la même chose, comment j'apprends à vivre maintenant? Et on le voit plus qu'on se sépare. Si on se sépare de la nature et on s'en va dans les villes, ben les gens vont souffrir plus dans les villes que dans la nature. Juste lire sur la nature, ça augmente la qualité de vie chez les gens. Juste lire. Ah ouais. C'est quand même fou. Hein? Les gens qui sont en couple, qu'ils soient mariés ou pas, ça n'a pas d'importance, vivent beaucoup plus longtemps que les gens qui sont célibataires. Là, on parle encore, ben, je suis seul, je suis uni. Hein? C'est comme l'union du mariage, cette partie-là. Et le facteur c'est une étude d'Harvard qui a été faite sur 80 ans, au niveau, c'est quoi le facteur qui a le plus d'incidence sur la longévité et la qualité de vie, puis c'est tes relations à l'âge de 50 ans. Fait que c'est encore connexion. Et donc, plus qu'on connecte avec la nature, l'humain fait partie de la nature, plus qu'on se connecte à la réalité qui est naturelle, donc plus qu'on va être heureux. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans les villes pour compétitionner, pour faire plus, puis on est dans un mode de faire. Et une des choses que je dis, pour moi, j'ai pas vu les études qui sont reliées directement à ça encore, mais si tu apprends que, moi je l'appelle l'école du travail, là. L'école qu'on va, c'est l'école du travail. Parce qu'on apprend à travailler. Ben oui. Fait que le but de la vie, c'est quoi? Est-ce que c'est de travailler puis d'accumuler de l'argent pour avoir quelque chose, pour être un jour heureux? Fait qu'on est dans le faire pour avoir, pour être. Et ce que le concept hédonique parle en psychologie, c'est que quand tu as quelque chose de nouveau, tu es content.
tu as atteint le prochain niveau, tu as une nouvelle maison, tu as un nouveau poste, tu as un nouveau diplôme, tu as plus d'argent. Fait que tu as quelque chose qui t'amène on pourrait dire un bien-être. Ouais. Mais après un certain temps, tu reviens au même niveau qu'avant. Fait que là, tu en veux plus pour avoir le même feeling. Fait que tu es constamment dans le faire pour avoir quelque chose, pour te sentir bien, mais c'est tout le temps éphémère. Oui. Fait que tu es à la poursuite de quelque chose. Même les études disent la seule chose qu'on te garantit au niveau du bonheur, c'est la poursuite de celui-ci. Puis quand tu cours non-stop, un peu comme la souris qui est dans son petit truc, là, à un moment donné, tu t'essouffles. Fait que là, il y a peut-être de l'anxiété qui vient avec ça, il y a peut-être de la dépression, il y a peut-être... Et donc là, on va utiliser plein de trucs. On va faire de la pleine conscience, on va faire de l'acupuncture, on va faire de la méditation, on va faire l'exercice, là, on va changer notre alimentation. On fait toutes des choses extérieures, mais on ne s'est pas posé la question comment je vois la vie. Est-ce que je suis peut-être pris dans ce pattern de go, 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 faire, et c'est ce qui m'épuise? Et donc, il faut redéfinir c'est quoi l'objectif de la vie. Si les traditions traditionnelles disent toutes la même chose, que le but de la vie, c'est le bonheur, est-ce que on est-tu vraiment dans le bonheur? Ou on est dans le plaisir, comme on va parler dans le livre, la différence entre plaisir et bonheur. Le plaisir est moléculaire et matériel, et le bonheur est intérieur, qui ne dépend pas des choses extérieures. Mais on est constamment à la recherche de quelque chose d'extérieur. Mais sachant ça, est-ce que tu penses que tu es capable d'avoir le bonheur en ville? Je pense que oui. Oui, c'est possible. Okay, c'est possible. Si tu vas te questionner par repenser ta vie, puis d'accepter cette situation-là, que c'est ça que tu veux, être en ville. Fait que si je t'amène la question, bon, si on regarde les traditions spirituelles, on revient à eux encore. Fait qu'ils disent que l'objectif de la vie, c'est le bonheur. Mais ce qu'on a entendu plus que d'autres choses, c'est que l'objectif de la vie, c'est l'illumination. Ouais. Dans la tradition spirituelle, c'est ce qu'on connaît tous. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Est-ce qu'il y a une différence entre le bonheur et l'illumination? Je pense pas. Fait que c'est intéressant. Puis mon professeur, Dr. Amit Goswami, il a bâti une échelle de bonheur de 0 à 10. 0, c'est les maladies psychiatriques, vraiment un problème mental. Et numéro 6, qui est le dernier niveau, c'est l'illumination spirituelle. Fait que la seule chose, c'est qu'on chemine dans le bonheur qu'on va appeler dans un sens une traduction. Ça serait une expansion de conscience. Plus que tu expandes ta conscience, plus que tu te connectes avec l'unité, avec tout, plus que tu t'en vas vers l'illumination, plus que tu t'en vas vers le processus. C'est un petit peu en lien avec l'échelle de Hawkins, je pense. C'est pas tout à fait en lien avec l'échelle de Hawkins parce que dans l'échelle de Hawkins, la première fondation, c'est la survie qui est comme avoir un toit, une maison, des choses comme ça. Est-ce que c'est nécessaire? Oui et non, à une certaine limite. Parce qu'on vit dans un monde matériel. Oui, on est un corps physique. On a quand même besoin d'une certaine sécurité. Mais après ça, il y a des moments d'accomplissement, des choses comme ça. Fait qu'il y a pas un lien direct. Il y a quelque chose qui se parle. Mais c'est pas nécessairement dans un but d'évolution spirituelle telle quelle, mais il y a quand même une petite corrélation. L'humain ne se fie pas trop à cette échelle de Hawkins, de toute façon aussi. Hein. Il est beaucoup dans l'accomplissement de faire. Oui. Et donc, c'est quand je vais avoir, par exemple, ta famille est en construction, sûrement que je sais pas, les gens le savent. Oui. Et donc, c'est quand je vais faire le nouveau building, ou c'est quand je vais faire, tu sais, c'est comme... Mais quand tu l'as fini, tu en veux un nouveau. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est constamment dans cette course-là et c'est pas nécessairement expliqué comme ça dans Hawkins non plus, tu sais. Il y a un sentiment plus d'accomplissement personnel. Fait qu'il y a comme un lien, mais pas tout à fait. Fait que c'est comme déjà, tu as une bonne base sur qu'est-ce qui a amené. Mais je pense que mon professeur l'a même à un autre niveau aussi là, par rapport à tout ça. Puis pour toi, là, justement, parce que tu as tout le temps l'aspect faire, avoir, puis être. Est-ce que tu as besoin d'être uniquement dans le être pour être dans cette conscience-là de devenir vers l'illumination, vers le bonheur? Donc, moi, je refais l'échelle. Je commence par être pour faire puis avoir. Mais je pense que ta dernière question, la dernière fois, c'était tu m'avais parlé de réincarnation, si je me trompe. Oui, ça, je me rappelle, oui. Et donc, on peut faire le saut là-dessus. Et donc, si on croit que la réincarnation existe, dans le chapitre, il y a un chapitre spécifiquement sur la réincarnation, je pense que c'est chapitre 5 ou 6, qu'on amène toute la science qui est en lien avec la réincarnation. Fait que si la réincarnation existe, fait que là, tu n'as pas juste une vie à faire quelque chose, parce que si tu as juste une vie de faire,
tu as accompli ce que tu as accompli, puis ça finit là. Puis ça fait comme du sens aussi que tu fais juste profiter de la vie, puis ça finit. Ouais. Mais quand là, tu commences à dire, OK, une question d'évolution, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis à propos de faire, parce qu'au bout de la ligne, on fait tout le temps, hein. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça, c'est sûr. Si je vais aller méditer, c'est du faire. Ouais. Mais on veut transformer l'être, qui est la personne qui va aller méditer. C'est ce qu'on veut transformer. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'on veut changer l'être pour faire des choses différentes. Et donc, si on croit en réincarnation, donc l'objectif, c'est pas ma mission de vie, comme la plupart des gens vont appeler, mais c'est ta mission d'âme que tu veux travailler. Et ça, il y a souvent une dualité dans la vie des gens. Parce que tu as comme, je vais faire quelque chose pour réussir dans la vie. Mais peu importe que si tu réussis, ça ne changera rien dans ton évolution de ton âme. Ouais. Peut-être que oui, si les deux sont joints, mais souvent ils ne sont pas joints. C'est pour ça que la vie n'est pas aussi facile. Ton âme a choisi quelque chose avant de revenir ici. Et donc, s'il n'est pas aligné avec ça, ben, tu vas avoir toutes sortes d'embûches. Là, tu te dis, j'ai pas ce que je veux. Non, tu as ce que tu as besoin pour comprendre, pour aller dans ta mission d'âme, pour évoluer. Puis des fois, tu comprends pas. Des fois, tu comprends pas. Puis là, tu te dis, pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Oui, mais parce que tu n'écoutes pas. On n'a pas appris à écouter ce qui se passe dans notre corps. Les messages sont là. T'sais, on a un corps vital, un corps de mouvement d'énergie. Dans les traditions spirituelles, en tai chi, qigong, en yoga, ces choses-là, le chi, le prana, c'est le mouvement d'énergie vitale. C'est plus le terme qu'on va utiliser ici en Amérique, par exemple. Mais c'est des feelings. Tu ressens quelque chose dans ton corps. Mais on les écoute pas. Ça prend du temps. Je suis pas dans le faire. Ça me ralentit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave, c'est pas important. Fait que là, on tombe normalement dans une émotion, dans une réaction, dans une colère, dans quelque chose comme ça, mais on sait pas pourquoi qu'on a réagi. Fait que on n'est pas conscient de ce qui se passe. Fait que si t'es pas conscient, ben faire, ça fonctionne bien. Mais du moment que tu commences à être conscient, là, tu te dis, hey, là, OK, ça m'arrive à moi, mais je me sens bizarre. Peut-être que je fasse autre chose. C'est sûrement un peu ce qui t'est arrivé. Tu étais dans le mode de la construction par défaut avec ta famille. Là, tu te dis, hey, faire quelque chose qui m'inspire davantage dans tout ça. Fait que tu avais quelque chose qui t'appelait et tu as écouté ce qui était là et non juste dire, ah non, je continue là-dedans parce que ça va bien. C'est ça la voix. Puis moi, je l'ai créé comme ça aussi. J'avais une super entreprise, on faisait un très bon revenu, on avait beaucoup de dépenses, on avait 8 employés, mais on faisait une énorme différence dans la vie des gens avec ma femme. Fait que je m'avais créé une prison de verre dans tout ça. Je faisais une différence. J'étais comme, je pourrais dire, c'était une mission de vie. Je fais la différence des gens. On change leur santé, on change leur vie. Mais il manquait tout le temps quelque chose. Mais je revenais comme là-dedans. J'étais là-dedans. Je faisais 70 heures par semaine. Puis on avait comme du fun là-dedans. On apprenait plein de choses. Mais même si on part, par exemple, d'un mode corporatif, mettons, puis on se dit, OK, je veux sortir de ce monde-là, puis je vais aller, mettons, faire une retraite de yoga en Inde. Puis là, finalement, tu décides de devenir professeur de yoga. Ça ne veut pas dire que tu es dans ta mission d'âme parce que tu es à propos d'aider les gens. C'est comme... Parce que tu n'es peut-être pas bien intérieurement, même si tu fais ça. Exactement. C'est pour combler un problème, mais ça ne veut pas dire que c'est... Parce qu'on est souvent dans la tendance, l'humain, c'est comme action-réaction. Ça va pas bien, on va aller de l'opposé. Mais ça ne veut pas dire que l'opposé est meilleur. C'est comme... Normalement, c'est quand nos parents, quand on les voit, on a 2 choix en général, soit d'être comme eux, soit d'être à l'opposé. Oui, c'est souvent ça. Tu dis, je veux pas être de même, je vais complètement l'inverse. Mais au bout de la ligne, t'es pareil. T'es juste en réaction. Fait que tu veux créer quelque chose de différent. Fait que tu veux partir sur qu'est-ce qui vibre. Puis des fois, c'est pas aussi facile à trouver. Et on a tout notre chemin à faire là-dedans. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai parlé longtemps de ralentir. J'étais dans ce mode-là beaucoup. Mais là, j'ai quand même pris conscience que c'est pas nécessairement ralentir parce que ça se peut que dans ma vie, j'ai besoin d'aller plus vite ou de faire plus de choses. Ça se peut que j'aie ce besoin-là. Fait que comment tu navigues entre ça? C'est quoi? Comment je peux dire c'est ça, là, je le sens, je l'ai, c'est ça que je vis intérieurement? La réponse, elle n'est pas simple. Parce que ça va dépendre de où est-ce que tu es rendu puis ce que tu as besoin de comprendre. Donc, il n'y a pas une réponse noir et blanc là-dedans. Parce qu'on a tout un chemin à faire. Et même si on a tous le même objectif final, on va tous passer par des chemins différents parce qu'on a tous des passés différents. Et donc, par un certain moment donné, tu vas peut-être faire quelque chose
mettons le podcast, mettons que c'est ça que tu fais, qui t'amène quelque chose pour passer à un prochain niveau, puis peut-être que dans, je sais pas moi, 6 mois, finalement, ça va être complètement autre chose. Mm-hmm. Mais on ne le sait pas tant qu'on le vit pas puis qu'on l'expérimente pas à une certaine limite. T'sais. Il y a personne qui va te dire c'est exactement ça que tu dois faire. Il y en a qui disent que c'est ça qu'ils font. C'est ça. Mais à une certaine limite, on ne peut pas prédire l'avenir. Parce qu'indirectement, à chaque moment, tu as un choix de libre arbitre. Fait que si tu prends la porte de gauche au lieu de droite, ben, tu viens de changer ton futur, en quelque part. Même si le présent, le passé et le futur arrivent tout en même temps. Et ça, il y a plusieurs études qui démontrent. Mais c'est qu'est-ce qui t'amène à... Qu'est-ce qui te passionne, mais d'un côté évolutif. Parce que, tu sais, par exemple, moi, j'étais en ski acrobatique, j'étais sur l'équipe du Québec, j'étais 21e au Canada, j'étais passionné par ça. Il n'y a pas beaucoup d'évolution dans le sport, tu sais. Il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup... Surtout, c'est un sport extrême à un certain niveau. Et donc, mais c'est quoi le côté? Je dépasse certaines personnes. Mais t'aimais ça? Ben oui, je tripais, moi. Puis là, tu fais plus ça? Je fais plus ça parce que j'ai perdu la passion. Ouais. Okay. Moi, ma passion, c'est de faire des sauts. Là. Faire les sauts fous que personne ne faisait. Mais mes coachs voulaient que je me concentre sur ma technique d'un boss parce que c'était ma faiblesse. Ouais. Moi, j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. J'aimais le party, j'aimais avoir du fun, j'aimais l'adrénaline. Fait que travailler ma technique, c'était moins plaisant que de faire les sauts. Tu sais, je faisais des sauts simples, mais j'avais des notes parfaites souvent dessus. Mais moi, j'étais comme, je vais avoir du fun aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, en y repensant aujourd'hui, si j'avais écouté mes coachs, je me serais sûrement rendu sur l'équipe nationale. Tu sais, les 2 années de suite, j'ai fini 21e, puis mes runs n'étaient vraiment pas bonnes. Là. Fait que j'avais vraiment une capacité par rapport à ça. Mais, puis même quand j'ai décidé de quitter, il y a plein de monde qui disaient on va te coacher parce qu'ils voyaient du potentiel. Puis mais comme tu m'as enlevé mon fun, c'est fini. Moi. Ouais, tu le sentais plus. Là, ouais. Fait que tu sais, j'avais une tendance de beaucoup, si ça fait pas mon affaire, je quitte. OK. Fait que tu sais, c'est... Et donc, si ça fait pas ton affaire, ça veut pas dire qu'il faut que tu quittes. C'est peut-être de voir qu'est-ce qui se présente. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup d'expériences de vie que c'est facile de regarder une fois que c'est passé. Puis de dire, oh, OK. Mais dans le moment, c'est pas toujours évident. Ouais. Fait que c'est de se questionner beaucoup sur les choses. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que quand t'es dans la pause, mais donc t'aimes ça, ton ski, là. Ouais. Ben là, c'est une passion, t'as du plaisir, t'es bon, t'as de la reconnaissance sûrement parce que t'es bon. Mais tu fais quelque chose qui est peut-être plus ou moins évolutif, mais au bout de la ligne, t'as du plaisir, t'es passionné. Ouais. Est-ce que tu vois ça bon, pas bon, neutre? Fait que si on regarde, l'objectif de la vie, c'est d'évoluer. On peut avoir tout le fun qu'on veut. Tu sais, si on revient à la réincarnation, tu peux prendre 50 vies pour faire ce que tu vas faire dans une vie. Ouais. C'est quand même un choix. Est-ce que ça change quelque chose? On ne sait pas vraiment. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais quand j'étais au Népal, il y a 2 ans, j'ai fait des entrevues avec des moines bouddhistes, puis je leur posais la question, si jamais la réincarnation n'existe pas, parce qu'eux autres, ça fait partie de leur croyance pure et dure, puis il y en a qui étaient comme, non. Dis pas ça. C'est comme, pose-moi pas la question. C'est une mise en situation, si jamais ça n'existait pas, est-ce que tu changerais ta vie? T'sais. Puis, tout sauf 2 m'ont dit, ben, si ça n'existait pas, je pourrais partir sur le party, puis c'est pas grave, faire comme vous aux États-Unis, puis au Canada, puis... ouais? Mais lui, comme, ben, si ça n'existerait pas, je ferais ça, mais ça existe, fait que je fais pas ça. T'sais. Fait qu'à quel point... Parce que dans le bouddhisme, c'est comme chaque action est à propos de quoi? S'élever soi, mais d'élever les autres aussi à quelque part. Mm-hmm. Et donc... Est-ce que à faire du sport de haut niveau, si tu travailles consciemment, il y a quand même une prise de conscience qui se passe? Moi, j'ai beaucoup étudié et ça me passionne de voir les Navy SEALs. Les Navy SEALs, c'est les gens de l'armée qui sont les plus entraînés dans le monde aux États-Unis. J'en ai rencontré, je suis allé faire un training avec certains des ex-Navy SEALs. Quand ils s'en vont, des fois, sont par équipe de 6 qui travaillent. Fait qu'ils ont chacun leur spécialité. Fait qu'ils forment vraiment une unité de travail. Et ça, c'est quand même très fort. Parce que quand tu es en train de te faire tirer dans un pays que normalement tu n'es pas supposé, ils passent en avion, ils te droppent avec ton bateau, peu importe, de très, très haut, en dehors des radars. Et là, tu te retrouves dans un pays hostile. Tu es 6 dans le milieu de nulle part.
S'il y en a un qui se fait tirer, c'est juste à propos de l'équipe, c'est jamais à propos de toi. Du moment que tu penses à propos de toi, c'est fini. Et donc, ils développent certaines affaires parce qu'ils sont dans des situations extrêmes. Et donc, tu es poussé à dépasser tes croyances, dépasser des limites mentales. Et donc, il y a un entraînement mental à un niveau incroyable parce qu'ils sont dans des situations comme ça. Moi, je dis souvent, c'est dans mes plus grandes pannes que j'ai eu mes plus grandes percées. Mais quand tu as 50 personnes qui te tirent dessus, ça doit être assez intense. Quand même, oui. J'ai jamais vécu d'avoir un. Je pense pas que tu veux le vivre non plus. Je pense pas que je veux le vivre. Mais tu sais, c'est des. Quand je disais dans ma bio, tu disais de créer des environnements de transformation, de challenge, d'expérience. C'est dans quelle situation que tu veux pas te mettre pour te transformer. Dans le sport, c'est un avantage parce que tu veux te rendre à un niveau extrême. Donc, tu vas tomber dans des situations qu'il va falloir que tu te remettes des choses en question. Il va falloir que tu deals avec des choses. Au Québec, on le connaît bien, là, le sport, le hockey. Là. Et donc, il y en a qui vont être... Patrick Lainé, par exemple, là, c'était comme la grosse chose cette année. Il y a eu des problèmes de maladie mentale. On ne sait pas trop les détails, là, mais à cause du sport, de la performance, il a fait face à ça. Et d'après moi, il va ressortir plus fort par après. Ben oui, c'est sûr. Et donc... Mais c'est à cause du sport. S'il n'y aurait pas eu le sport, il n'y aurait peut-être jamais eu cette chose-là. Fait que tu tombes dans un mode très compétitif. Ce qui est très compétitif, c'est dualistique. Tu es plus dans la souffrance normalement. Mais il y a quand même quelque chose de bien aussi. C'est pas juste du mal. Fait que c'est vraiment plus comment c'est appliqué aussi. Tu peux travailler dans la construction, puis tu peux travailler à évoluer aussi là-dedans. Fait que c'est pas... Je dis pas genre quittez tous vos jobs puis allez tous d'un jour dans le spirituel puis c'est pas ça aussi. T'sais. Fait que c'est pour ça que je dis c'est pas blanc et noir. Trouver qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui va faire que tu vas te challenger aussi, puisque tu peux te dépasser d'une certaine façon, qui n'est pas juste à propos d'être le meilleur, mettons, dans ta business, mais qui est à propos de communion. Par exemple, vous êtes très consciente comme entreprise, vous êtes avec vos employés, de la façon que vous gérez tout ça, mais vous élevez les gens vers ça aussi au travers de l'entreprise que vous faites. Fait que c'est pour ça que c'est pas blanc et noir, même si mon entreprise est très, très similaire quand on est il y a 4 ans, je ne sais plus, donc on a fermé. Mais, on avait le même genre de thinking au travers de ça. On avait une bibliothèque, comme vous avez une bibliothèque. On faisait des meetings le matin, la même chose, le vendredi. C'est hot, c'est vraiment similaire. Puis on a des visions similaires aussi pour le futur. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que tu sais, c'est comme... Si tu poses la question aux gens, c'est quoi ta mission? On faisait le genre de travail avec nos employés aussi par rapport à ça. C'est quoi tes buts? C'est quoi tes réalisations que tu veux faire? Puis une chose que j'ai faite depuis des années, c'est le livre Les 5 grands rêves de John Spretowski. Une affaire même. Un nom pas très facile. Mais tu sais, c'est quoi tes grands rêves? Puis une chose que j'ai remarqué quand j'ai fait souvent l'exercice avec plusieurs personnes, il y a 2 styles de grands rêves qui sortent. Rêve qui est à propos de soi. Ou rêve qui est à propos d'inclure les autres ou élever les autres ou créer quelque chose pour les autres. Et ce que j'ai remarqué dans les personnalités, c'est beaucoup du monde qui sont à propos d'eux autres, ils sont bloqués dans leur évolution. On parlait d'unité plus tôt. Et donc, les gens qui sont de transformer leurs rêves individualistes vers des rêves de plus de grandeur et de connexion avec les gens et ainsi de suite. Je parlais hier, j'étais dans un congrès, puis quelqu'un qui était religieux, je ne sais pas c'est quoi sa religion, puis il dit, quand je suis arrivé au Québec, et j'ai trouvé ça dur parce que la plupart des gens n'avaient plus de croyances. Ils croient rien. Et c'est la première fois que je voyais des gens dépressifs. Il dit, moi, où est-ce que j'habitais, tout le monde était religieux, mais on ne voyait pas ça. Et les études démontrent que quand les gens croient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, sont plus heureux, en meilleure qualité de vie, meilleure santé, et ainsi de suite. Et donc, dans notre monde aujourd'hui, on a appris quoi? Qu'on croit au matériel, que c'est le travail qui va nous amener du matériel, qui va nous rendre heureux. C'est un peu le... C'est pour ça que j'appelle l'école du travail, parce qu'au bout de la ligne, on n'apprend rien sur la vie. C'est ça. Moi, je voulais quitter l'école à 14 ans à peu près. Parce que je posais tout le temps plein de questions. Pourquoi qu'on apprend ça? Je sais Personne pas, qui le sait. Le professeur l'a appris, puis c'est ça, exactement. C'est Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait faire ça, puis... Mais y a-t-il quelque chose qu'on a appris qui est utile dans notre vie qui nous rend heureux? Si l'objectif de la vie, c'est le bonheur. On a appris à l'école que l'objectif de la vie, c'est de faire de l'argent, quelque part. L'argent ne rend pas nécessairement heureux. Et donc, les gens, dans certains cas, ils réalisent que plus ils ont de l'argent, plus ça peut causer de problèmes aussi. Ils disent que l'average un peu dans nos pays, c'est à peu près 75 000.
En haut de ça, tu peux devenir problématique. Puis en bas de ça, mais... Fait que il y a beaucoup de paradoxes dans tout ça, là, quand on étudie le bonheur. Ils disent que les pays développés, c'est les plus heureux. Mais ceux qui ont la plus grande satisfaction de vie, c'est les pays sous-développés. Je suis comme, attends une minute, là. Pour moi, il y a comme un gros lien entre les deux, là. Si t'es pas satisfait dans ta vie, comment tu peux être heureux? Si t'es pas heureux, comment tu peux être satisfait dans ta vie? En recherchant, il n'y a pas d'études spécifiques là-dessus, mais ma perception de cette réalité-là, et en faisant des entrevues puis en allant dans des pays sous-développés, ces choses-là, ce que je remarque, c'est que la comparaison est rendue tellement importante. Dans les pays sous-développés, maintenant, ils n'ont pas accès au matériel que nous, on a aujourd'hui. Et donc, là, ils pensent qu'ils sont moins heureux à cause de ça. Même si c'est des traditions qui étaient initialement très spirituelles, même quand je faisais mes entrevues dans les moines bouddhistes, je parlais à des rinpochés qui étaient en charge de gros temples. Il y en a qui avaient 600 étudiants moines. Okay. Et j'ai posé la question, j'ai dit comment ça va avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Parce que maintenant, ils ont accès, ils ont des téléphones. Même OK. Je savais pas. Et donc, il y en a, c'est des cadeaux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent à la base. Là, ouais, c'est ça. Et donc, ça devient un problème parce qu'ils sont en train de se comparer puis ils pensent que c'est plus beau l'autre bord. Tu sais. Mm-hmm. Et si tu rencontres des moines, ils sont tellement zen, la vie est comme simple, c'est comme... Mais ils sont pas dans le plaisir comme nous, on l'est. Mais ils doivent avoir du plaisir à être qui ils sont. Ouais. Quand même. Ouais. Mais là, ils commencent à voir ce qui se passe l'autre bord, puis là, ils commencent à avoir des difficultés à gérer avec ces moines-là. Ben, c'est sûr, parce que c'est très bon ce que tu dis, la comparaison de dire, crème, ils ont ça, c'est vrai que ça a l'air le fun. Moi, je vis, pourquoi je suis en train de faire ça? Ils doivent se poser la même question. Pourquoi je fais ça, tu sais? Fait que là toi, mettons, tu regardes, puis tu dis, hey, moi, la compagnie qui était à Dubaï, qui construit des buildings, je voudrais être comme ça. Là. Fait que là, sur les réseaux sociaux, on voit juste une façade. Et là, tu penses que tout le monde sont heureux. Puis là, tu les rencontres, puis là, tu réalises qu'ils sont pas heureux, mais ça arrive jamais, ou presque. Et donc, la façade, on commence à penser qu'on veut être comme eux. Puis que la vie est parfaite. Mais il n'y a personne qui a la vie parfaite. Fait qu'on est dans cette illusion constamment. On revient un peu au début, l'illusion hindouiste. On pense qu'on vit dans un monde matériel, mais on pense que tout le monde a une vie parfaite, mais c'est faux. Puis ça doit être pareil pour le moine. Ça doit pas être parfait, sa vie. Non, elle n'est pas parfaite. Je sais pas c'est quoi leur défi, mais c'est sûr qu'il y en a. Ils ont toutes sortes de défis, mais ils sont différents. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est une autre réalité parce qu'ils font pas face aux mêmes réalités qu'on a aujourd'hui. Mais il y a tu sais, par exemple, la façon qu'ils apprennent à l'école, parce qu'il y a l'école moine, je sais pas, l'école bouddhiste, là, je sais pas comment ils l'appellent, là, mais ils vont lire un texte. On fait ça au Canada, on va lire dans notre livre. Après ça, on va aller en classe, le prof va nous répéter quelque chose de similaire, mais un peu différemment. Puis après ça, on va essayer d'apprendre ça par cœur pour passer un examen. Puis après ça, après l'examen, on l'oublie tout pas mal parce qu'on s'est forcé de le compresser. Puis pas mal, tout le monde a fait pas mal la même chose. Ouais. Et dans le monde bouddhiste, c'est qu'ils vont lire un texte, eux autres, ils vont méditer dessus. Donc déjà là, nous autres, on est loin de méditer sur un texte. Après ça, ils vont débattre sur le texte. Fait qu'ils se posent des questions. Là. Un débat, là, il faut que tu te prépares. Puis après ça, ils vont reméditer, ils vont relire, ils vont débattre. Fait qu'ils sont à propos de compréhension. Fait qu'au lieu d'avoir juste de l'information, comme aujourd'hui, on est bombardé par l'information, on n'en fait pas grand-chose de l'information qu'on reçoit. Eux autres vont la transformer en sens dans comment ils vont vivre dans leur vie avec ça. Fait qu'ils amènent beaucoup de sens dans leur vie. Versus nous autres, on consomme l'information. Même les entrepreneurs, ils disent que si tu veux être à succès, il faut que tu lises comme 50 livres par année pour être comme les plus grands CEO. Tu peux lire 50 livres par année. Hein? Mais c'est quoi le questionnement que tu fais? Tu connais Bob Proctor? Oui. Très, très grande personne au niveau du développement personnel. Il est décédé il y a 3 ans. Je pense que c'était un des plus grands là, qu'on a eu. Et quand il a commencé, il fallait qu'il lise un paragraphe. Ça pouvait prendre une semaine. Il faut qu'il comprenne chaque mot, chaque compréhension, chaque ligne du paragraphe. Il pouvait passer une page, ça pouvait prendre 2 semaines. T'sais, parce qu'il se questionnait là-dessus. Si lui a fait ça, c'est parce que ses mentors étaient là-dessus, hein, Clement Stone, puis je sais plus. Je sais pas. Et donc, c'était... mais c'était le début du développement personnel dans ce temps-là. Ouais. C'était eux autres qui ont parti ça pas mal. Mais c'était la compréhension des choses.
Aujourd'hui, on veut lire le prochain livre. Combien qu'on a de listes dans Amazon, combien de livres qu'on veut lire, combien de livres qu'on achète, mais on se questionne dessus, on lit dessus, on se questionne, on challenge l'information. Fait ça fait du sens, ça, j'aime pas ça. Quand t'aimes pas ça, c'est parce que ça fait pas avec tes croyances, tes valeurs. Fait que t'es pas en train de remettre quitter en question en réalité. Fait que tu restes dans ton conditionnement et donc il n'y a pas beaucoup d'expansion parce que sinon, il faut que tu ailles dans quelque chose d'inconnu. Si tu changes, c'est de l'inconnu puis on n'aime pas vraiment ça. Fait que tu sais, on préfère rester. Les études démontrent que c'était un peu fou, là, mais on préfère rester dans une zone de confort qui est confortable et souffrir qu'aller dans une zone inconnue où est-ce qu'on va avoir du bonheur et de l'évolution. Mais c'est dangereux, ça. On ne sait pas ce qui va arriver. Fait que notre cerveau, neurologiquement, est tout le temps en train de prédire l'avenir pour rester en sécurité basé sur notre passé. C'est plus facile, entre guillemets, même si ça serait plus avantageux d'aller en dehors de ça. Exactement. Fait qu'il faut expandre ces choses-là. Et donc, pour s'expandre, il faut arrêter de faire tout le temps. Parce que si tu fais, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis quand tu fais pas, tu fais quoi? Tu décroches de ce que tu faisais. Par exemple, mettons, je suis en train d'écrire un livre, puis je fais juste dire, je vais écrire un livre genre pendant 2 semaines. Tu peux faire ça, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas beaucoup d'expansion. Si j'amène le monde quantique dans l'équation ici, un électron, c'est une particule. C'est comme ça qu'on le connaît en réalité, mais l'électron, en réalité, c'est une vague de possibilités. Il est partout en même temps, jusqu'à temps qu'il est observé. Fait que du moment qu'il est observé, il passe d'énergie, qui est un champ énergétique, à une particule qui est comme de la matière. Fait qu'on peut dire que cette particule, c'est du fer. Quand tu observes quelque chose, c'est un fer. Puis quand tu décroches, t'es dans l'être. Okay? C'est une façon de créativité. C'est comme faire être. On particule l'idée. Et après ça, on laisse l'idée s'expandre. Mais si tu es tout le temps concentré à faire la même chose, puis concentré, si tu es dans un meeting, puis on cherche une idée, puis tu restes tout le temps à penser de la même façon, il n'y aura pas grandes idées. Ouais. Cherche tes clés. Là, tu fais juste chercher. À un moment donné, tu laisses aller. Ah, puis l'idée arrive. Ils sont là où l'idée apparaît de ah oui, c'est là si je l'avais mis. Parce que tu lâches prise sur quoi tu travaillais. Mais on reste attaché sur certaines choses. Fait que par exemple, tu dis OK, parce que méditation, c'est du faire pareil aussi. Ouais, c'est ça. Tout est faire. Parce que des fois, je me pose la question, des fois, je me dis, bon, là, je veux être. Ouais. Mais là, je dis, bon, là, si je lis un livre, je fais. Si je médite, je fais. Ouais. Fait que là, des fois, je m'assis. Pendant 5 minutes, je fais juste rien. Je médite pas, je fais juste être là. Ouais. Mais on dirait à part ça. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est l'endroit que les humains veulent jamais aller. Comme rien faire. Ouais, ben c'est ennuyeux, entre guillemets. C'est ennuyeux. Et l'ennui est une des plus grandes sources d'inconfort dans les humains. Fait qu'on n'est jamais dans l'ennui. Fait que déjà que si tu fais ça, c'est extraordinaire. Mais juste dire, OK, je veux. Là, je suis en train de. Je sais pas moi. Je suis en train de lire un livre, par exemple. Ouais. Fait que je lis un livre sur un sujet spécifiquement à... La vie repensée, mettons. Fait que tu consommes de l'information. Qu'est-ce que le moine bouddhiste va faire après? Il va aller juste méditer. Médite pas nécessairement sur le texte. Parce qu'il est encore travaillé sur le texte. Il absorbe ça, ouais. Il est juste en train de déconnecter de cette réalité-là. Il pourrait juste faire, par exemple, une technique juste de méditation sur sa respiration. Juste ça. Fait qu'il est concentré sur autre chose. Fait qu'il n'est plus en train de faire ce qu'il était en train de faire. Il décroche de cette réalité-là. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui va émerger sur ce qu'il lui. Fait que c'est une façon indirecte de se poser une question, mais tu fais juste comme, OK, je vais aller méditer sur ce que j'ai lu, mais je suis pas en train de penser à ce que j'ai lu. Fait qu'il faut trouver des alternances de faire et faire autre chose. Dans un sens, c'est un peu ça. Et donc là, il y a plein de possibilités qui arrivent. Cette vague de possibilités en physique quantique devient possible. Fait qu'il y a plein de insights, de moments d'illumination, des moments de les aha moments. Là, tu fais, je viens de réaliser ça. Cette réalité-là, elle apparaît pas quand tu es en train de faire quelque chose, pendant que tu es en train de décrocher. Tu sais, Einstein n'était pas à son bureau, à son tableau en faisant E égale MC1, MC2. Pas comme ça qu'il a trouvé la relativité. C'est arrivé comme par magie. Mais c'est parce qu'il était dans l'être. Il n'était pas en train de faire quelque chose.
Fait que, tu sais, ça peut être dans un bain, c'est souvent une chose. Tu es en train de relaxer, tu penses pas à grand-chose. Mais là, tu es dans le bain sur ton téléphone. Là, ouais, ça marche pas. Mais même moi, à cette heure, je m'en vais. Parce qu'avant, je lisais toujours aux toilettes. Un petit numéro 2. À cette heure, je lis plus, puis j'ai pas mon téléphone. Je fais juste, je suis là. Puis c'est intéressant. C'est autre chose. Des fois, je fais la joke. La dernière fois que je l'ai faite, je pense que ma femme était pas très loin, puis elle est arrivée, genre, avec mon téléphone. J'étais comme, je donnais l'exemple, j'ai dit, si tu t'en vas aux toilettes, t'as oublié ton téléphone, puis c'est comme tu cries à ta femme ou à ton mari, c'est comme, va chercher mon téléphone, là, c'est comme. D'être besoin, là. Oui, c'est ça, tu sais, je suis comme, faut que je sois constamment distrait, comme je sois constamment stimulé. Mais juste de faire l'exercice d'aller aux toilettes, puis faire comme, hey, je m'en vais pas avec mon téléphone, j'avais pas une revue, je suis juste en train d'être dans le moment. Pour beaucoup de gens, c'est stressant. Hein? T'es avec toi-même à ce moment-là. Ben même, pour vrai, moi, je dois quand même... Je prends une décision dans ma tête de dire, bon, là, je lis pas. Tu sais, j'avancerais de, comme tu dis, d'apprendre. Puis à un moment donné, oui, mais là, arrête d'apprendre. Sois là. Puis... Mais je trouve ça dur à faire. Ça fait des années que je lis toujours des livres. Puis je sais que je lis plein de livres plus rapidement à cause de ça. Puis là, je vais lire moins de livres. Ouais. Mais c'est de prendre conscience, ça fait quoi que je lis moins de livres? Ça fait rien, dans le fond. Tu sais. Mais tu sais, l'objectif, c'est pas avoir plus d'informations. Ça te fera évoluer, à une certaine limite. Mais tu pourrais lire le même livre 3 fois de suite, puis juste prendre des pauses. Puis, mais tu sais, c'est une chose que je dis beaucoup sur mon livre. Tu devrais avoir un club de lecture pour ce livre-là. J'étais en train de lancer un groupe Facebook pour créer cette conversation-là. Parce que, tu sais, la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Ouais. Fait que ça, on en parle même dans le livre un peu de cette partie-là, mais si tu fais juste lire le livre, OK, c'est intéressant. Hein? C'est comme t'écoutes un film, moi, c'était le fun. Mais commence à discuter. Il y a des films, mettons, si on prend Fight Club, là, que je pense que c'est un livre que pas mal, un film pas mal que tout le monde connaît. Si tu fais juste rester dans la partie superficielle du divertissement, tu fais comme, c'était comme fucké, je sais pas, mais c'était intéressant. Puis, ça finit. Next. Quand tu commences à te poser des questions, puis là, tu le réécoutes, et tu fais, oh mon Dieu, j'avais pas compris que c'était la même personne, puis c'est comme, c'est assez fucké comme film, tu sais. Mais c'est parce que là, tu l'as écouté, mais tu t'es posé des questions, t'en as peut-être parlé avec les amis avec qui t'as écouté le film, puis là, tu commences à comprendre les subtilités de la chose. Mais un film, un livre, on le fait pas. Fait que tu sais, si tu achètes un livre qui est à propos de parler de la vie, tu fais « Ah, c'était intéressant, c'était le fun. Ça m'a parlé. » OK. T'en as fait quoi avec? Ouais. Mon père dit c'est pas un livre à lire, c'est un livre à vivre. C'est dans l'expérience que ça se passe. Fait que tu lis un chapitre, on a mis un guide d'accompagnement avec. Et donc, même dans les chapitres, il y a beaucoup de questionnements, mais on a mis 5 questions plus ou moins pour tous les chapitres. Oh ouais, nice. Pour que les gens se questionnent davantage sur « Hey, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, ça? Ça fait-tu du sens? Ça fait pas de sens? Est-ce que je suis pour ou je suis pas contre? » Ou, tu sais, mettons, la réincarnation, c'était bon, c'était intéressant. Tu y crois-tu? Tu y crois pas? Ouais, pourquoi? Tu sais, fait que c'est... Le pourquoi, c'est drôle, parce qu'en business, j'ai un MBA. En business, quand il y a un problème, en construction, quand il y a un problème, tu dis pas, on va mettre du tape. OK, pourquoi il y a un problème? Attends, on va essayer de trouver une solution. Trouver l'enjeu profond du problème. En business, il dit, il faut que tu demandes 5 fois pourquoi. Dans ta vie personnelle, tu demandé une fois. Si on s'arrête très superficiel. Fait que c'est de remettre les choses en question. C'est pas parce que le livre, on l'amène un peu comme une vérité, parce que si c'était pas ça, ben les gens ils partiraient à gauche, à droite. Fait qu'il faut l'amener avec un filon central. Mais remets l'information en question. Challenge par rapport à l'information que tu lis. Est-ce que ça fait du sens ou non pour toi? Puis, tu conseilles de lire ça comment? Ça va dépendre des gens, mais dans ce que moi, je conseillerais, tu prends le guide d'accompagnement que tu télécharges en ligne, tu checkes les questions, tu lis le chapitre, et là, tu recheckes les questions par après. Et pas de le faire back-to-back. Non, mais tu lis les questions, tu laisses un certain temps, comme cet être que je parlais. Là, tu lis le chapitre. Parce que les chapitres sont pas très longs en général. On en a comme 40 à peu près en tout. Là. Et donc, il y en a qui sont une page. Fait que ça va quand même assez vite. Ouais. Mais,
Et là, tu lis le chapitre. Puis même, tu peux prendre des notes, tu peux souligner. T'sais, plus que tu barbouilles ton livre aussi, c'est plus que tu es dans l'action de la lecture. Et après ça, tu finis de lire, puis tu pourrais dire, le lendemain, je vais me poser des questions. Et même si tu veux aller encore plus loin, ben là, tu poses les questions, mais là, tu en parles avec ton mari ou avec... moi, j'ai une personne, on est en pré-vente du livre qu'on a fini il y a quelques jours, elle en a acheté 12. Elle dit, moi, je vais en donner à plein de gens autour de moi. T'sais. Imagine-toi, là, t'es comme 12 personnes que tu connais qui sont en train de lire un livre comme ça. Tu vas en parler. Tu vas te retrouver avec des gens aussi dans ta vie qui vont évoluer quelque part au travers de ça. Puis s'ils sont pas ouverts, peut-être tu vas les ouvrir. Le dernier podcast que j'ai enregistré cette semaine, il y avait le gars à la régie qui checkait, qui faisait le montage. Et fait que la fille qui m'a interviewé était super spirituelle aussi. Puis on avait de très belles... Comme on a... Puis là, on finit. Puis là, il était comme, Il dit, moi, j'étais très sceptique avec la spiritualité. Là. Mais je t'entends parler. Là. Puis là, ça commence à m'ouvrir à quelque chose que j'avais jamais pensé. Je peux-tu te poser des questions? Fait que là, il était tout comme... C'est wow, tu sais. Wow. Fait que tu sais, pour les gens qui sont sceptiques, parce que souvent dans un couple, il y a une personne qui est ouverte et l'autre n'est pas ouverte. Souvent, ça c'est souvent comme ça. Et ce livre-là amène les deux côtés parce qu'on amène la science. Le sceptique, c'est souvent quelqu'un qui est très rationnel, très cartésien, très cerveau gauche. C'est souvent plus l'homme que la femme. Ça arrive que c'est l'inverse, mais c'est souvent plus l'homme que la femme. Et donc, ce livre-là est vraiment dans les deux possibilités, pour autant quelqu'un qui est spirituel que quelqu'un qui est sceptique, en raison de la physique quantique qu'on amène dans le livre. Quoi qu'on n'en parle pas beaucoup maintenant, mais... oui, mais on a parlé beaucoup à l'autre épisode là, de la physique quantique. Là, mais... Et donc, fait que ça l'amène cette possibilité de conversation. Ça l'amène quelque chose de différent parce que c'est pas... Parce qu'à la base, malheureusement, c'est un peu la réalité, là, mais la religion... On a tous pas mal parti dans la religion, ou presque, au Québec, là, ou un peu partout. Et donc, on devait croire à la religion aveuglement. Faire confiance à ce que le prêtre, ce que le pape dit, ou peu importe, ce que la Bible dit, ainsi de suite. Et beaucoup d'entre nous, on ne s'est pas senti interpellés aujourd'hui. Mais aussi, il y a beaucoup de dualité. Fait que les gens se sont dit, ça comme fait pas de sens, si je fais pas ça, je vais aller en enfer. Fait que quand c'est de la dualité, c'est une des raisons, à ma compréhension, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui sont sortis de là. Ouais. Mais ils se retournent vers des approches qui sont beaucoup plus d'unité, ce qui est la spiritualité. Mais il faut encore y croire aveuglement. Même si on a plus de ressenti sur telle chose, ça fait du sens, on le vibre, on l'expérimente. Mais c'est encore, on doit y faire confiance sur notre ressenti. Ouais, puis il y a quelqu'un un moment donné qui m'a dit aussi, puis je trouvais ça bien intéressant, il dit, mettons là, que ça n'existe pas. Mais ça me fait du bien. Ben, ça m'aura fait du bien toute ma vie. Au pire, là. C'est ça le pire. Exactement. 100% d'accord. Mais aujourd'hui, on est capable de l'expliquer aussi. Ouais, en plus. Fait que c'est ce qui est la beauté. C'est pas juste dire, OK, oui, ça fait du sens. Mais c'est comme commence à mettre des morceaux de puzzle davantage ensemble. Puis quand tu regardes, mettons, si t'es juste bouddhiste. Parfait. Mais là, tu regardes l'hindouisme, tu regardes le chamanisme, tu regardes la Kabbale juive. C'est toutes des anciennes traditions spirituelles qui datent de très, très longtemps. Ils disent pas mal toutes les mêmes affaires. Tu sais, en Amérique latine, genre les Amérindiens d'Amérique du Nord, l'hindou, en Moyen-Orient, ces choses-là, ils disent pas mal toutes la même chose. Fait que tu te dis, comment ils savaient ça, eux autres? Ouais, c'est ça. Tu sais, la même chose de la géométrie sacrée, la fleur de vie est gravée dans différentes places dans le monde. Tu fais, attends une minute, les pyramides, il y a des pyramides partout dans le monde. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Puis même en construction, toi, tu es en construction, ben, il y a un des blocs dans une des pyramides en Égypte qui est, je pense que c'est 16 tonnes ou quelque chose comme ça. Ouais, qui n'a aucun sens. Qui a comme fait même ça. Les plus grosses grues aujourd'hui auraient de la difficulté, puis ils l'ont mis au plafond. Là, tu te dis, attends une minute, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore de la vie, mais il y a des mystères qui sont là depuis des années. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Fait que dire que c'est de l'être humain en esclavage, ils ont réussi à mettre un bloc là, puis de classer les blocs de je sais pas combien de tonnes sur des petits radeaux en bois, là. C'est peu probable, là. C'est peu probable, c'est ça. Mais pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde ne se pose pas trop de questions parce qu'ils n'ont pas des connaissances pour ça.
Mais quand tu dis, tout en construction, là, un bloc de, je sais pas moi, 4 tonnes sur un petit radeau en bois, là, Oh, d'après moi, tu cales. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que tu dis, OK, ben, il y a peut-être des mystères de la vie qu'on commence à comprendre. Puis ils nous disaient des choses, eux autres, déjà depuis longtemps. Fait qu'il y avait quelque chose qu'eux autres comprenaient qu'on avait qu'on connaissait pas ou qu'on voulait pas écouter ou je sais pas. Puis là, quand on met la physique quantique et ces traditions spirituelles-là, ça commence à être comme la chose la plus fréquente que j'ai vue dernièrement. Il y a une nouvelle photo qui est sortie. Avec le principe d'entrelancement quantique, rapidement, c'est 2 électrons qu'on met ensemble, mettons. On les fait connecter et là, on les distance à l'autre bout de la planète. Mm-hmm. Puis si je tourne la rotation d'un électron, l'autre électron va changer automatiquement de rotation. Fait qu'il y a un transfert d'informations qui se fait instantanément, plus vite la vitesse de la lumière. Donc, il n'y a pas d'espace Même à si ce moment-là. à des centaines de kilomètres. Ouais, exactement. Puis déjà, un électron, c'est déjà infiniment petit. Fait que même si c'était 1 mètre, pour nous, ça serait comme déjà énorme. Et ils ont réussi à prendre une photo de 2 particules entrelacées quantiques. Oh, La photo, c'est le yin et le yang. C'est fou, là. Fait que cette photo-là, c'est vraiment une image du yin et du yang. Là. Tu le regardes, là, il y a comme le centre d'un bar, là, tu fais comme... C'est comme... Attends, eux autres, ils ont dessiné ça il y a je sais pas combien d'années. Y avait-tu des appareils pour voir ça? J'ai aucune idée. Mais quand c'est sorti il y a quelques mois, les scientifiques étaient... Attends une minute, là. C'est un principe qu'on connaît depuis quand même plusieurs années. Et là, on arrive à réussir à prendre une photo puis on se retrouve avec ce que les Chinois nous disent depuis... Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des mystères qu'on commence à comprendre qui nous sont expliqués puis on a fait comme non, ça fait pas de sens. Mais là, c'est comme... Oh. Fait que ça nous amène pourquoi qu'on doit repenser la vie. Ben, si on réalise que là, finalement, ce qu'ils nous disaient, eux autres, là, ces spiritueux-là, ces gens-là, commencent à faire beaucoup de sens. Puis on réalise que la physique quantique s'est alignée avec ça. Mais on vit dans un monde où est-ce que tout est matériel. Que la théorie de Darwin aussi, que la théorie de l'évolution, on réalise aussi quand on commence à regarder, c'est rempli de paradoxes. Ça ne fait même pas de sens. Et même lui, Darwin, à la fin, il était comme, c'est pas bon ça, même si c'est ce qu'on nous a dit qui était la vérité. Après ça, toute la matière, comment elle fonctionne d'une façon newtonienne, ce qu'on a appris au secondaire puis au cégep, on nous a dit que c'était la vérité, mais on réalise que la vérité, comme on la voit, elle est seulement une perception, mais elle est quantique 100%, elle est au 0 newtonien, mais on l'aperçoit newtonien. Et donc, toute cette réalité-là dans laquelle on vit n'est qu'une illusion. Fait que c'est comme, attends une minute. C'est un peu fucky, là, ça. Ouais. Fait que c'est commencer à se dire, OK, ben si c'est pas ça, puis ça commence à faire beaucoup plus de sens, puis là, les deux mondes, science et spiritualité, commencent à s'unir. Mais c'est encore de l'union, encore. Ouais. Dans l'autre partie, on était en séparation. Les études nous montrent quand on est en union, on est plus en santé, on vit plus vieux, puis... Fait qu'il y a-tu un lien de comme, OK, chaque geste que je fais dans la vie, est-ce que je suis en union avec les autres autour de moi, avec la planète? Si je pollue, je suis en train de me séparer de la planète, je pense, c'est pas grave. Non, je suis séparé, comme si je pollue, ce sera pas grave, mais on sait bien que plus qu'on pollue la planète, plus qu'on se pollue nous-mêmes. Hein. Ben oui, c'est sûr. Et donc, est-ce que chaque geste que je fais, je le fais pour moi? Ça va me coûter moins cher, je vais prendre ça. Mais cet objet-là que tu prends, que ce soit un savon, un aliment ou peu importe, c'est mauvais pour l'environnement. Fait que c'est commencer à trouver un équilibre là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas aussi facile. Là. Si on vient en construction, là, d'avoir juste des matériaux écologiques, des choses comme ça dans le commercial, ouais, mais fait que ça s'en vient. On est en train de faire ça. Comme là, on a un projet en bloc de chanvre qui n'existe pas au Québec. C'est un nouveau projet. Ouais. C'est des genres d'affaires de main. Il dit, faut faire un pas à la fois parce qu'on peut pas tout changer. C'est trop nouveau. Ouais. Fait que c'est comme de dire, demain matin, je n'utilise aucun plastique. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est un peu compliqué, là. Quand même. C'est très compliqué. Et donc, je sais pas, moi, ça ici, c'est-tu du plastique? Non, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Là, fait que, on est rendu à un point que même si on veut faire certains choix, il faudrait se couper d'une grande partie de la réalité
Ou se dire, je m'en vais vivre dans le fin fond du tiers-monde. Puis, puis là, ton évolution va aller moins vite que si tu utilises le plastique. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même, on est dans ce monde 3D, là, ce monde matériel. Il faut quand même vivre avec. Mais il faut commencer de plus en plus à faire des choix éclairés. Quel genre d'entreprise avec qui je fais affaire, par exemple? C'est un chapitre qui est là-dessus. Quel genre de personnes qui sont sur le leadership qui gèrent l'entreprise aussi? C'est quoi la mentalité autour des choses? Tu sais, de dire qu'au Québec, on est encore à dire qu'une entreprise peut polluer, mettons nos cours d'eau, ça lui coûte moins cher d'avoir l'amende que de mettre des choses en place pour ne pas polluer. C'est quand même assez aberrant. L'amende devrait être très salée. Beaucoup, beaucoup plus que si tu pour que tu veux l'investir pour le faire, c'est sûr. Exactement. Fait que c'est des choses comme ça que tu dis, OK, est-ce que je vais aller voir c'est quoi l'entreprise? Est-ce qu'il y a des certifications de 3e niveau qui fait que je m'assure que la transparence de l'entreprise est là, des choses comme ça. Fait que des choses comme ça augmente notre conscience aussi parce qu'on est en train de redevenir un avec l'ensemble des choses. On pense pas juste à mon portefeuille, je vais sauver 5 $ parce que là, je vais aller, mettons, je sais pas, chez Dollarama, fait que j'ai toutes des choses cheap. Puis... Fait que souvent, l'humain, il va penser, s'il paye moins cher, ça va coûter, il y a un bénéfice. Mais on sait bien que si tu payes moins cher, il y a une raison pourquoi c'est moins cher. Oui, c'est sûr. Et donc, il y a autre chose que payer dans la vie pour que ça vaille pas cher. Exactement. T'sais, pour un auto, une auto entre 100 000 et 30 000, oui, mais tu te rends quand même du point A au point B, tu sais. Mais il y en a qui disent, je vais m'acheter une paire de chaussures à 5 $, mais elle va durer un mois, tandis que l'autre à 100 $, elle va durer, mettons, 2 ans. T'sais. Fait que c'est des choses, des fois, comme ça, qu'on se pose pas nécessairement plus de questions aussi, mais ça a un impact. Mais en même temps, je pense que dans l'évolution, on a quand même besoin, pas besoin, mais ça fait partie de l'évolution de dire, le capitalisme qu'on est depuis longtemps, qui est la performance, qui est d'acheter, qui est de plus, nous amène ailleurs aussi à travers la conscience pour élever sa conscience. Ça amène plus de science, plus de technologie. Ouais. On en a-tu besoin? Ben oui. On a besoin, si on est là présentement, c'est qu'on avait besoin de passer là. Peut-être. Mais besoin fondamentalement, je pense pas. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est là, fait que c'est sûr l'espèce qu'on est en ce moment a besoin de vivre. Mais tu sais, c'est... Tu remarques, peut-être que tu l'as vécu aussi. Moi, j'étais très matérialiste quand j'étais plus jeune à un certain moment donné. Et plus qu'on évolue, moins qu'on a besoin de choses. Ouais. Et même le bouddhiste dit, une des plus grandes sources de souffrance, c'est l'attachement. Mm-hmm. On s'attache beaucoup au matériel, mais on s'attache à qui nous sommes, à notre diplôme, on s'attache à toutes sortes de choses. Et là, si on les perd, on souffre. Ouais. Mais si tu as des conversations avec des gens qui sont sur le lit de mort, qui sont en train de mourir, ils parlent de rien de ça, eux autres. Là. iPhone 8 ou iPhone 15. C'est rien de ça, c'est tout à propos des relations qui ressortent. Oui. Et donc là, tu te dis, si eux autres, ils n'ont aucun regret de ce qu'ils n'ont pas accompli, mais que genre, ils n'ont pas vu leur enfant assez ou ci ou ça, tu te dis, attends une minute. Il y a peut-être quelque chose de sagesse à écouter de ces gens-là. C'est ce que mon père parle beaucoup dans son 3e livre, là, c'est une question de vie et de mort. Ouais. Mais c'est ces questions existentielles qu'on se pose pas beaucoup. On avait des grands philosophes il y a plusieurs années. Aujourd'hui, des philosophes, on n'entend pas vraiment parler, tu sais. Même quand j'étais au cégep, la philosophie, les jeunes à l'école, on s'en fout un peu de la philosophie. Hein. Ouais, j'étais des seuls qui tripaient à faire de quoi sur le bonheur. J'étais genre, yes, on a d'exercice sur le bonheur. Fait que tu sais, moi, je suis retourné au cégep à 27 ans. Parce que je l'avais pas fini à cause du ski, j'avais quitté. Puis à 27 ans, je me suis dit, OK, je vais retourner pour aller en médecine. Là, j'ai 27 ans, les autres ont 17 ans. Ouais. T'es pas à la même place. Je suis pas à la même place. Moi, dans le cours de philo, moi, je trippe bien raide. Les gens sont comme... Il est bizarre, le monsieur. Le vieux, là, puis je leur demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. C'est, mettons, je veux être médecin parce que ses parents sont médecins, mais ils n'ont aucune idée c'est quoi. Mais c'est parce que papa, maman... Fait que, tu sais, on se laisse bercer, on se questionne pas dans la vie, mais c'est comme... Comment tu peux savoir à 16 ans? Tu sais même pas c'est quoi la vie. Faut que tu choisisses ce que tu vas faire dans la vie. Puis après ça, tu passes ta vie là-dessus à étudier. Là. Fait que là, tu as passé de, je sais pas moi, 6 ans à 20 cucks. Là. Oh, ouais. Puis là, après ça, là, tu te dis, j'aime pas ce que j'aime. J'aime pas ce que je fais.
je vais changer de job, je vais peut-être me retourner à l'école. C'est pas facile. Puis plus tu vieillis, plus le choix devient de guillemets dur, t'as plus de responsabilités, t'as peut-être des enfants, t'as peut-être une maison. Je prends l'exemple souvent le plus extrême, c'est le plus étudié, un médecin, 7 ans d'université de médecine, souvent des dettes. Puis là, ça fait 3-4 ans qu'il pratique, puis il dit « Ah, j'aime pas ça, finalement. Je fais quoi? » Tu mets ton diplôme aux poubelles, t'as tes dettes, puis là, tu vas faire autre chose. C'est pas facile. Non, le choix, Le choix est difficile, tu sais. Fait que la vie n'est pas nécessairement tout le temps facile. C'est pour ça que je dis, t'as pas ce que tu veux, t'as ce que tu as besoin en général. Puis en manifestation, c'est la réalité, ou est-ce que tu as la conscience. Mais il faut écouter, il faut être présent. Ouais. Peut-être qu'il y avait des signes déjà, la personne avant d'aller en médecine, mais c'était comme, il faut que j'aille en médecine. On le voit beaucoup chez les immigrés. Il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois comptable, il faut que tu sois avocat ou souvent comme vraiment des professions. Et donc, parce que tes parents, ils disent que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être heureux, pour c'est avoir de bien l'argent, vu, tu fais de l'argent. C'est ça, exactement. Mais il y a bien des gens, là, aujourd'hui, l'argent est très secondaire. Ouais. Trouver des employés, c'est pas toujours facile maintenant. Là. Ils veulent travailler 20 heures, ils veulent une flexibilité. Et donc là, tu te dis, OK, ben l'argent n'est pas si importante. Fait que si l'argent n'est pas si important, ben pourquoi qu'on veut juste aller dans des métiers qui est payant au lieu de travailler un métier qui nous anime, qui nous anime? Et donc, il faut revoir ces choses-là, mais c'est difficile, comme tu dis, des enfants, une maison, j'ai une hypothèque. As-tu une liberté là-dedans? On se crée notre prison de verre, en réalité, on est pris dedans. On se l'a créé, mais... Ouais, mais si t'es bien, c'est correct. Ouais, c'est quoi bien? Ça, c'est un challenge. C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que tu te définis par tes accomplissements, fait que tu es satisfait, mais tu es complètement malheureux, mais à chaque fois que ce feeling-là remonte, là, tu t'en vas avec tes chums prendre un verre, tu t'en vas faire un sport, tu t'en vas faire constamment dans l'action de faire quelque chose pour avoir un plaisir qui camoufle ton malheur. Fait que finalement, tu penses que tu as une belle vie jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu frappes un mur, puis là, où t'es fatigué. Toi aussi, tu as un enfant puis une maison. Puis tu ne sens pas ce désir d'aller chercher juste du plaisir tout le temps. Non. Fait que c'est possible d'être bien avec du matériel. Oui, le matériel n'empêche rien. Mais il peut te nuire. Oui. C'est par exemple... C'est comme, je veux une certaine maison, puis là, il y a des gens qui me disent, ça va être grande ta maison. Ouais, mais je veux un bureau pour moi, maison, parce que je travaille chez nous. Ma femme travaille chez eux. Je veux un espace pour m'entraîner, je veux ci, je veux ça. Parce que ça me crée un espace de confort où est-ce que je peux me ressourcer. Et à ce moment-là, je peux travailler davantage sur moi. Je peux impacter davantage le monde parce que je me suis créé un environnement comme ça. Tu sais, c'est comme moi, par exemple, quand j'avais 21 ans, j'avais un Infiniti G35 qui venait de sortir. C'était le nouveau modèle, c'était 50 000. Puis j'étais comme... J'avais 21 ans. Là. J'étais le petit con avec son char de luxe. Puis, fait que j'étais très, très voiture, matérialiste et party et ces choses-là. Après ça, je me suis retrouvé avec une vieille voiture. On n'avait rien à foutre. Et puis là, j'habite au Mexique. Là, les gens vont dire « Ah, t'es chanceux, t'habites au Mexique. » Je suis comme « Pourquoi je suis chanceux? » C'est un choix de vie que j'ai fait. Ça. Ah ouais, mais là, moi, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. Tes raisons sont ta prison, qui est pas comme le médecin. Il est pris là-dedans. C'est pas nécessairement un choix facile. Mais les choix qui sont pas faciles, normalement, c'est les meilleurs choix. Parce que tu le veux, mais là, tu as une raison pour rester dans ta zone de confort et souffrir, hein, comme on l'explique au début. Fait que là, au Mexique, je me suis dit, où est-ce que j'habite? J'habite pas dans la ville. Fait qu'on est plus dans la campagne. Je suis comme, moi, j'ai jamais voulu m'acheter un truck. Je suis comme, maintenant, t'as pas le choix. D'un taxi, les autres, ils ont pas de truck, les taxis là-bas. C'est pas des gens qui ont de l'argent. Là. Et donc, tu te fais brasser. Là. Donc, ils sont pressés. Je me suis dit, bon, on va acheter un truck. T'sais, mais ça faisait pas partie de quoi. Mais dans la réalité confort, réalité là-bas, la sécurité, ces choses-là. Mais t'es détaché quand même de t'as plus ton truck demain. Ça change pas ta vie, ton bonheur intérieur. Ça change rien. Dans mon monde idéal, je voulais m'acheter un Land Rover Defender, mais les prix, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça. Parce que j'aurais aimé faire de la trail de temps en temps, puis d'être capable de bien rouler sur l'autoroute, parce que si je veux descendre, par exemple, à Acapulco, c'est 6h30 de route. Avec un bébé, c'est plus simple que de prendre l'avion rendu là. Fait que, tu sais, comme je voulais que ça soit confortable.
Mais c'est une question de confort. Mm-hmm. C'est pas une question que j'en ai de besoin. Ouais, c'est ça. Je veux pas avoir 2 voitures, hein, pour aller faire de la trail de temps en temps, puis sortir, d'aller dans la nature, puis de vivre différentes expériences. Fait que j'ai pris quelque chose de vraiment moins cher. Parce que je trouve que, surtout que les prix au Mexique, les autos... ouais, c'est ça que tu me disais avant. C'est comme tout 200 est cher. Ouais, c'est ça. Defender. As-tu besoin de ça? Tu y penses. J'ai pas l'argent pour ça, mais même si je l'avais, ouais. Je sais pas si je le ferais. Tu sais. Ça restera à voir, mais... Mais c'est ça, au final, c'est que le choix que tu fais est conscient de pourquoi tu le fais, puis t'es détaché de si je l'ai pas, je suis toujours bien pareil. Ouais. Mais tu sais, on regarde actuellement, on dit la statistique dans le livre, on a un taux d'endettement au Canada de 150 %. Ça veut dire, si tu fais 50 000 par année, tu as un taux d'endettement de 75 000. Oui, je t'agrée. Fait que, ils en ont-tu acheté des affaires qui ont... Ils ont-tu vraiment besoin de toutes ces affaires-là? Tu sais? Mm-hmm. Fait que là, tu as un taux d'endettement. Là, tu veux faire quelque chose. Tu te dis, ah, ben là, je peux pas, là. Je suis pris. Tu te crées ta prison autour de ton endettement aussi. Oui. C'est stressant, là. Et donc, fait que, tu sais, c'est plusieurs choses comme ça qu'on pense pas. Mais si on regarde des animaux dans un zoo, ils n'ont pas de liberté, eux autres. Et ils font l'expérience d'émotions négatives très élevées versus un animal dans la nature. L'être humain fait une expérience d'émotions négatives très élevée. Il est-tu en captivité? Ouais. Fait que c'est... Quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est intéressant. Bonne question. C'est intéressant. T'sais. Pour moi, le taux d'endettement, c'est un manque de liberté. Quand les gens me disent, t'es chanceux de vivre au Mexique. Pourquoi? Moi, je suis chanceux. Je l'ai créé. Tu peux le créer. Mais il y a plein de choses qui font qu'ils peuvent pas. Comprenable. Ah, mais à cause des enfants. Croyances. T'as des enfants, oui, mais il y a des écoles au Mexique. Elle a 1 an, mais... elle est née au Mexique. Mais non, c'est ça, on a toutes nos croyances. Ah, mais là, je suis divorcé avec les enfants, OK. Fait que c'est comme... On se justifie la vie qu'on a. Mm-hmm. Puis après ça, on dit que je veux une vie différente. Mais t'es-tu en train de challenger ce que t'as? T'es-tu en train de challenger les endroits que tu dis « Ah non, à cause de ça, je peux pas, à cause de ça. » Non, mais c'est toi qui le crée. Hein? Est-ce que t'es à l'effet des choses ou t'es le créateur de ta vie? C'est le mode observateur, c'est un peu ça. T'es le créateur de ta vie. Et donc, la physique quantique le montre à un certain niveau. Et donc, est-ce que tu vas prendre le pouvoir que tu as de créer la vie que tu veux ou tu vas le blâmer sur les choses extérieures? Puis c'était ça, un des challenges dans le livre. Comment s'assurer que c'est pas à propos de te juger, mais tu prends responsabilité que tu peux changer les choses. C'est ton choix. C'est ça. Et donc, fait qu'il faut pas tomber dans le jugement où, tu sais, il n'y a rien de pas correct. Tu avais à apprendre des choses. Oui, c'est cool. C'est comme, c'est pas grave, tu sais. Et donc, si tu te juges, ben là, ça va être encore pire. Ouais. Mais c'est la tendance humaine. C'est le jugement est très fort. Et donc, c'est comme... La physique quantique, c'est la physique des possibilités. Tout est possible. Plus que tes conditionnements, moins qu'il y a de choses qui est possible, puis moins que tu crois à des choses. J'étais dans une planification stratégique la semaine passée, puis il y a des entrepreneurs qui avaient des grosses business. Il y avait du monde. Il y a une fille qui avait 50 000 followers sur Facebook, 25 sur Instagram. C'est quand même, pas n'importe quoi, là. Normalement, avec des gros chiffres comme ça, c'est une structure business, tu es capable de faire quand même pas mal d'argent. Ouais. Ah, elle dit, je vais juste faire 50 000 de plus cette année. Je suis comme, pourquoi 50 000? Pourquoi pas, genre, doubler ton revenu? Ah oui, mais là, à cause de ça, on veut pas trop être dans une zone inconfortable. Fait que si je pense trop grand, ben là, je peux peut-être échouer. Puis si j'échoue, c'est un échec. C'est ce que l'école nous a appelé. Hein? Quand tu as 6 ans puis tu doubles l'école. Ben, 6 ans, je suis pas sûr. Là, première année. Je me buse. Mettons, à 12 ans, ouais, peut-être pas. Mais dans notre temps. Ouais, dans le bon vieux temps. Mettons qu'on avait 12 ans, puis on doublait, je sais pas, notre 6e année ou première année de secondaire, peu importe. Les autres enfants, comment ils te voyaient? Ben oui, c'était radical. T'as pas suivi la gang, toi, là. Ouais, fait que t'es un moins que rien. T'es un échec. Tu sais, fait que tu vas échouer dans la vie. Puis là, on dit, dans le monde entrepreneurial, dans les entreprises, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des échecs. Mais là, t'as pas le goût d'en faire des échecs, là, parce que tu deviens un échec. Ouais. Fait que là, il faut pas penser trop gros. Fait qu'on se limite. Tout est possible dans la vie.
Mais, non. C'est constamment cette Mais encore réalité. là, c'est pourquoi doubler? Peut-être c'est correct, 10% de plus. Ou peut-être c'est quadruplé. Ouais. Mais effectivement, c'est comme... Par exemple, si j'amène l'histoire qu'on avait en secondaire 2 dans notre temps, je ne sais pas si ça a changé, eh bien, l'histoire qu'on apprenait, c'était l'histoire. C'était la vérité de l'histoire. Mais va-t'en en Allemagne, là, puis tu parles de l'histoire que tu as appréciée, tu vas couler tes côtes. Oui. Fait que finalement, c'est relatif, mais ils te font passer ou non sur le relatif. Ouais. Au bout de la ligne, attends, il faut apprendre à quoi être. Moi, au Mexique, c'est la beauté que je trouve. J'ai toutes les écoles alternatives. Ouais, ça, Ils t'amènent à faire des gestions de projet. Tu n'apprends pas les maths 1 plus 1 égale 2. Tu dis, si tu as un livre, tu en as un deuxième, tu peux en vendre 2, mettons. Là, tu pars une business à 12 ans, comment faire les choses, tu apprends les maths. Tu comprends ça. Fait que tu comprends. On t'explique comment ça fonctionne. C'est pas genre 1 plus 1 égale 2. Apprends ta table de multiplication, 12 fois 12, 144. Fait que tu sais, c'est beaucoup dans l'application des choses. Même quand j'ai fait mon MBA, c'est très, très séparé. On t'apprend tel cours, t'apprends tel cours. Ouais. Mais quand tu es gestionnaire, propriétaire, entrepreneur, tout est relié. Là. Tu peux pas séparer les affaires. Là. Fait que tu sais, il y a comme un disconnect encore, une dualité dans les choses. C'est quoi l'application? Tu sors de l'université, plein de beaux termes, tu connais tous les jargons, mais tu arrives dans une entreprise avec ton jargon, ils te montrent comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Attends une minute, là. Ce que tu as appris, c'est pas tant ça que tu fais dans le business ça, souvent. exactement. Moi, c'est pour ça que je dis, si t'es pour aller à l'école, ben, va faire un DEP, au moins c'est pratique. Là, Ouais. à un certain niveau. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... On a tant de problèmes à vivre. On n'a jamais appris à vivre. Fait que, tu sais, c'est des questions existentielles à quelque part, mais pourquoi qu'on n'en parle pas? Pourquoi que ça fait pas partie de nos mœurs? Pourquoi qu'on n'en parle pas à la télé? Pourquoi qu'on n'en parle pas plus? Pourquoi qu'on se tienne pas? On fait des focus group. On parle d'intégration, on parle de si. On parle jamais de vie. Tu sais, pour moi, le racisme, le sexisme, ces choses-là disparaîtraient si on commence à comprendre c'est quoi la vie. Non, on est toute énergie. Ah, toi, ton énergie est juste colorée. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai juste un sexe différent, mais ça change quoi? On est de l'énergie. Hein? Oui, il y a l'énergie féminine, l'énergie masculine, mais au bout de la ligne, on veut rebalancer ça. On veut sortir de cette dualité. Et plus quand tu restes dans cette dualité de séparation, de sexisme ou de ces choses-là, on est dans la souffrance. Wow. Et donc, si on arrive qu'on est toutes la même chose. C'est ce que l'hindouisme, c'est ce que la quantique nous dit aujourd'hui. Fait que si on est toutes la même chose, à chaque fois qu'on critique l'autre, on se critique. Ben, c'est souvent ça. Ils nous l'ont dit. T'sais, c'est comme, c'est quoi, c'est-tu Jésus qui disait ça ou je sais plus c'est qui, là, mais qui dit aime-toi toi-même. Si tu aimes l'autre, c'est parce que tu t'aimes. Ouais. Si tu fais mal à l'autre, c'est parce que tu te fais mal. Si tu réagis parce qu'il y en a un qui est comme ça, c'est parce que c'est ton miroir. Mais là, ce qu'on est en train de dire tout le temps, là, c'est que t'es l'autre personne. T'es l'autre, oui. Ça marche pour vrai dans toutes les situations. Ouais. Je l'essaye, j'en parle avec du monde, pis c'est tout. Ouais, finalement, c'est vrai que parce que lui a dit ça, moi, ça me fait chier, mais au bout, c'est moi que je me fais chier avec ça. T'sais. Fait qu'en réalité, on est tout le monde. Fait qu'à chaque fois qu'on rentre en relation, puis on est dans une action d'union, on est juste dans le positif. Si je détruis la nature, si je viens à ça, ben, je suis en train de me détruire. Mais il faut commencer à dire, OK, ben, ça reste... Parce que souvent, ça reste très mental, ça reste très rationnel. Mais on l'amène peu dans l'expérience, dans le moment, comment le vivre. Puis c'est ça. C'était bon. Ah oui, ça fait du sens. On est tous Dieu, on est tous source. Ouais, mais tu l'appliques-tu dans ta vie? Je trouve que c'est un gros manque aujourd'hui dans la spiritualité. Si on resterait dans l'abstrait. Le théorique. Ouais, dans le théorique, dans l'enseignement. On va méditer, oui, super. Je suis pour ça. Mais est-ce que tu l'appliques dans ta vie de tous les jours? Tu sais, méditer, je sais pas, mettons, tu médites 30 minutes par jour. 30 minutes dans une journée, ça représente 4%, je pense, rapidement. Tu dors là-dedans une autre grande partie, là, mais si dans chaque action que tu fais, tu rends contact avec quelqu'un, tu aides quelqu'un dans le besoin, tu aides à traverser la rue à quelqu'un, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Non, ça c'est... Mais tu sais, fait que chaque geste compte,
chaque geste te donne la possibilité de te transformer, d'avoir un saut quantique dans l'instant. Tout est une question de probabilité en quantique. Et donc, ta vie est tout à propos de probabilité. Tu as toutes les possibilités. Et plus que tu fais des choses régulièrement, plus que tu augmentes tes chances d'être transformé dans l'instant. Ça se peut que ça va prendre un long temps, comme ça peut être arrivé très vite. C'est comme la première personne qui dit « Ah, je vais aller me prendre un loto de 6,49 ». Il gagne la première fois. La probabilité est très mince, mais la probabilité est là pareil. C'est la même chose pour la transformation. Fait que plus que tu joues à chaque moment dans ta journée, dans ta vie, plus que tu augmentes tes moments de transformation. Wow. C'est sage, on va finir là-dessus, c'est trop beau. On va finir là-dessus. À moins que tu avais quelque chose d'autre à. Non, mais je sais que tu avais d'autres questions, mais oui, ça sera peut-être un troisième épisode. On s'en reprendra. Où est-ce qu'on peut prendre ça, ce beau livre-là? Actuellement, partout au Québec. Partout dans toutes les librairies du Québec, disponible. Bientôt en Europe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent en Europe. Cool. Ou quand ça va sortir, mais peut-être qu'il sera rendu en Europe. Ouais, d'ici à peu près un mois, fait qu'à fin novembre. En novembre, il devrait être rendu en Europe à ce moment-là. Donc, ouais. Super. Fait que la vie repensée. Ouais. Je vais lire ça de la façon que tu l'as dit. Ben, tu sais, c'est comme pourquoi tu lis, tu sais. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Les gens veulent un résultat, mais ils font pas les actions. Parce que c'est pas plaisant, nécessairement. Poser des questions, réfléchir, prendre des notes. Ouais, mais... C'est bien plus le fun de finir 4-5 livres. Ben oui, ça a l'air mieux aussi. Ouais, j'ai lu plein de livres. Ouais, exactement. C'est de l'accomplissement. Ouais. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, Philippe? Mon entreprise, c'est vitaquantum.com. Ouais. Sinon, vous me cherchez Philippe Brouillard, PhD Vita Quantum sur les réseaux sociaux. Je suis partout. Ça commence à... On commence à en faire du bruit. Ouais, c'est ça, quand même. Il faut repenser notre vie. Ben, merci d'être là puis de faire voir cet nouvel aspect-là de physique quantique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui en parlent. Ouais. Fait que félicitations à toi. Merci d'ouvrir la conscience à tous par rapport à ça. Merci, Francis. Merci à tous ceux qui écoutent. Puis si vous avez bien aimé ça, allez voir l'autre épisode de Philippe et partagez si ça vous tente. Ouais. C'est juste bon, comme tu le dis, plus il y a de gens qui entendent ce message-là. On peut-tu faire quelque chose? Je t'en ai même pas parlé. Vas-y donc. On fait un concours. Je sais pas s'il y a une façon que les gens, on peut leur faire tirer un livre. Ben oui, certain. On va écrire ça dans la description parce que j'ai pas la façon live, mais c'est sûr qu'il y a une façon. On va vous faire tirer un livre. Tous ceux qui en veulent un, vous pèserez sur le lien du concours, puis on va faire de quoi, moi, plutôt avec ça. C'est bon. Super. Yes! Fait que merci à tous et bonne journée, Philippe. Merci.